Oui. Bonjour Irène, Bonjour Julia. bienvenue dans cette cave, bienvenue Dans l'antre. dans l'antre, sous cette voûte de pierre. C'est drôle que tu parles d'antre, parce que c'est le premier mot auquel j'ai pensé quand j'ai un peu réfléchi sur ce lieu, sur ce qu'il m'évoque. Mm. Et puis après, j'ai eu l'idée de la voûte, de la courbe. Ouais. Je suis curieuse de savoir ce que t'évoque ce lieu. Ouais. Donc je vais m'arrêter là et je vais te laisser. Et tu vois, j'ai l'impression que quand vous m'avez fait descendre là, on recrée une espèce d'intimité très particulière. Où d'un coup, on est vraiment que ensemble. Et j'ai fait cet aller-retour 2 fois pour re-rentrer 2 fois. Et il y a une espèce d'enveloppe qui se crée, je trouve. Donc quand je dis entre, quand j'ai pensé à ça, c'est vraiment... ça vient du ventre, quoi. Tu vois, c'est à l'intérieur. Moi, c'est à ça que je pense. Et puis c'est profond, la cave. Tu vois, c'est en dessous. Donc on va chercher des choses. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc c'est pas intimidant. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout intimidant. C'est intriguant, mais ça m'intimide pas. C'est... Il y a du mystère, il y a du secret. Mais ça m'intimide pas du tout. Au contraire, ça me donne envie. Justement, dans l'antre, il y a l'idée de réfléchir. Il y a aussi l'idée de peut-être de s'extraire du monde. Ouais. Pour éclore après d'une manière autre, peut-être, je sais pas. Mais je te demandais si c'était intimidant parce que il y a l'idée du secret. Dans l'antre aussi, il y a l'idée de la cachette. Mais effectivement, en tout cas, ce lieu, il semble propice à la discussion, à la réflexion. Et pour parler de s'extraire, je pensais à l'idée de s'extraire du monde. Et donc, du coup, du rapport au monde qu'on peut créer en général, chacun, chacune. Tu as un rapport au monde qui me semble très intense. Intense parce que, d'abord dans ta manière de le percevoir, de comprendre ce qu'il y a autour, simplement de regarder, puis d'observer. Intense dans la manière que tu as de transmettre, je pense notamment au violoncelle, à ta manière de jouer. Intense dans ta manière de penser le monde, c'est très large. Est-ce que tu le vis comme ça, toi ? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que tu es d'accord avec cette idée parce que j'en parle en ces termes, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience ? Alors, conscience. Pas vraiment. En tout cas, moi, ce qui me touche, c'est d'entendre quelqu'un en qui j'ai autant confiance me décrire d'une manière aussi profonde, en fait. Je pense que l'intensité, moi, que j'ai, je la vis pas comme ça. Parce que, tu vois, c'est un peu un modus operandi. Enfin, j'aime creuser tout ce à quoi je touche. Ça, c'est vrai. Et alors, bien sûr, dans le violoncelle, tu touches. Tu touches, mais dans plein de sens. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du sens des mots. C'est exactement ça. T'as une matière première qui est la partition. Et puis ensuite, il y a ton rapport au violoncelle, ton rapport à ton corps aussi. Et puis ton rapport avec les gens avec qui tu travailles cette matière et qui se développe. Et à la fois, elle part toujours de cet intérieur pour donner quelque chose, se convertir vers l'extérieur. J'imagine toujours, tu vois, un 8, mais un 8 ouvert, pas un 8 fermé. Tu vois, une espèce de chose qui est tout le temps dans un mouvement, une espèce de cercle qui entre guillemets, entretient pour porter du fruit, pour se nourrir. Et je pense que cette intensité, tu sais, quand tu me dis oui, t'as besoin de creuser, j'ai toujours besoin, je sens ça, de faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Aussi, tu vois, quand
quand je capte les choses, quand j'écoute les gens parler, quand je regarde des scènes dans la rue, j'en sais rien. Peu importe, autant dans l'extérieur que moi, dans ma manière de m'approprier les choses intérieurement, je fais naturellement, en tout cas c'est pas quelque chose de réfléchi, là je te le dis parce que tu me demandes ce que ça me fait, quel écho ça me fait, mais j'ai le sentiment que naturellement je fais toujours cet aller-retour entre je capte et pour comprendre, pas juste analyser pour comprendre, j'ai besoin, il y a ces espèces de digestion, tu vois, toujours dans le ventre, quelque chose où j'ai besoin de revenir à l'intérieur, essayer de recomprendre un petit peu le sens par les sensations, justement. Par ce qui n'est pas forcément visible. Est-ce que ça passe toujours forcément par les sensations? Parce que je pense à un ouvrage d'un journaliste qui a écrit sur l'instinct musical. Il s'appelle Philip Ball, il est anglais. Et je voudrais te lire ce qu'il dit au début de son livre parce que ça fait écho à toi, ce que tu fais, parce que tu n'es pas seulement violoncelliste, tu étudies la philosophie, la psychologie. Donc il y a ce double mouvement, je ne sais pas tellement comment appeler ça, mais en tout cas une double... c'est très mal dit comme ça, mais tu as une double activité. Le mot est très mal choisi, mais en tout cas, on comprend que tu as 2 univers, en tout cas. Et lui, il dit... La musique n'est pas juste un type de mathématiques, la musique est la combinaison la plus remarquable de l'art et de la science, de la logique et de l'émotion, de la physique et de la psychologie que nous connaissions. Dans ce livre, je souhaite explorer ce que nous savons et ce que nous ignorons de la manière dont la musique déploie sa magie. Et en fait, j'ai pensé à toi tout de suite parce que étudiant la philosophie, ayant ce mouvement de l'esprit, ayant la pensée toujours en mouvement et en même temps ce rapport à la musique, je me suis dit, mais en fait, quel pont tu peux établir, toi, entre ces 2 univers qui te constituent? Est-ce que la musique aussi te permet de dénouer des choses? Ou est-ce que c'est vraiment peut-être plus... Alors c'est un peu idéal, c'est un peu une image idéale, mais est-ce que la musique serait le lieu... plein de l'expression et un peu libéré de tout ce qui pourrait se rapporter à la réflexion, etc. Quel lien il y a entre les deux? Est-ce que cette phrase aussi, cette idée de Philip Ball te parle? Ouais, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup et ça me fait penser à une autre phrase. Enfin, c'est pas vraiment une phrase, c'est une idée d'un philosophe qui s'appelle Henri Bergson. Et qui, d'ailleurs, c'est un des rares enregistrements de sa voix, je pense même le seul, où un journaliste lui dit « mais quel est l'objet de l'art ?» Et en fait, il parle particulièrement de la musique, mais il parle aussi de la poésie, tu vois, avec les mots. Et il parle de cette histoire de voile de la conscience qu'on aurait tous, où finalement, c'est parce qu'on a des sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, etc., le goût, c'est parce qu'on a des sens qu'on a cette capacité de sentir que, un petit peu dans tout, on n'a pas un accès direct à ce que sont les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a l'art. Et donc, c'est intéressant qu'il parle c'est une synthèse entre la physique, tu vois, enfin, comme si la musique et l'art en règle générale, mais je pense particulièrement la musique parce qu'il y a une dimension dans le temps aussi, ça évoque une sorte de synthèse entre toutes ces choses-là. C'est parce que en fait, et je suis d'accord avec l'idée de Bergson, si on savait exactement ce qu'étaient les choses avec notre sensibilité, tu vois, ce serait comme un rapport avec l'image, t'aurais l'idée en même temps que l'image, paf, comme ça, une espèce de fusion, t'aurais pas besoin d'expliquer. On n'aurait peut-être même pas besoin de parler, en fait. On saurait quelle est exactement la nature de chaque chose. Et l'art, c'est une manière d'accéder, de soulever un petit peu le voile. Par exemple, quand tu écoutes quand tu récites un poème ou quand tu lis un poème, les mots, la manière dont ils sont agencés va provoquer une espèce de sensation, une espèce de retour à une sensation première qui, un instant, te fait lever cette espèce de voile. Et moi, je te dirais que la musique, c'est pareil. Pour moi, ça va plus loin parce que, en tout cas, quand tu es interprète, tu touches à la fois
je soulève cette espèce de sensibilité, mais tu y participes d'une manière très active, parce qu'en fait, tu y participes avec ton être tout entier. Et c'est ça le lien que je fais entre la philosophie, la psychologie et la musique, c'est que quand tu joues d'un instrument, moi qui est violoncelliste, qui joue du violoncelle, t'as bien sûr t'as du travail, t'as une remise en question, tu te confrontes aussi avec les autres quand par exemple tu joues en musique de chambre, aussi avec les gens qui t'écoutent, et t'es obligé dans le temps présent d'être dans une espèce de sensation qui est totale, où d'un coup, et tu ne sais pas pourquoi, et ça c'est ce qui m'intéresse, mais à la fois je ne sais pas si forcément il faut répondre à cette question. Tu ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, les sens, que ce soit l'oreille, que ce soit la sensibilité, le toucher, le temps, il y a une espèce de concentration qui fait que à ce moment-là, tu es en contact direct, le voile n'est plus là, mais c'est une expérimentation vivante. Et c'est pas seulement le fruit de, par exemple, tu vas regarder un tableau et puis t'es touché par une beauté. Tu y participes. Et je trouve que du coup, ça t'oriente. Ça t'oriente dans un mouvement et dans une espèce aussi, du coup, de compréhension de sens. Mais pourquoi, en fait, ça crée ça ? Pourquoi est-ce que quand je travaille de cette manière, que je pense à ces choses-là, ça donne du sens ? Pourquoi cette manière d'être touché par la musique, ça nous pousse aussi à réfléchir à d'autres choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai une pensée qui à la fois a envie de travailler sur différents plans, parce que l'une nourrit l'autre. Si tu veux, quand je touche à un morceau de musique de chambre et que ça m'émeut dans ma chair, hein, je te dis pas juste dans ma sensibilité ou dans ma tête, dans ma chair, corporellement, j'ai aussi envie de comprendre d'autres choses. Et la philosophie, la psychologie parle beaucoup de la musique aussi. On n'explique pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Mais petit à petit, retourner pour, tu vois, aller piocher des choses quelque part, les ramener dans son terrain à soi, les mûrir, et puis rapporter aussi ce qu'on a retravaillé et refait grandir dans un autre terrain pour aller enrichir l'autre terrain, bah, petit à petit, tu as une espèce de jardin qui monte, qui fleurit et qui pas s'auto-entretient, mais en tout cas devient de plus en plus intéressant, riche et nourrissant. Quand tu parles de sens en musique et quand tu parles de sens de quelque chose qui fait sens en philosophie ou par exemple quelque chose que tu comprends, évidemment l'idée de faire sens elle est commune mais elle se manifeste différemment, c'est-à-dire faire sens en musique ou faire sens en philosophie même par rapport à un concept musical, et comment on peut faire la différence entre ces deux choses-là ? Alors, moi, je répondrais à l'inverse. C'est-à-dire que je pense que dans tous ces domaines-là, ce qui me pousse à toujours plus creuser, c'est cette espèce de sensation que petit à petit, il y a un mouvement d'unité entre les choses. C'est-à-dire que plus il y a du sens dans ce que je comprends, plus ce sens, je le mesure à la manière dont ça unifie ma personne. Et ces choses-là, elles ont beau être très différentes, en fait, petit à petit, quand tu te les appropries, elles ont beau être très différentes, il y a une espèce de principe d'unité qui revient, qui est peut-être... Alors, moi, j'en sais rien, tu vois, peut-être que je dirais quelque chose de très différent dans 15 ans. Mais j'ai le sentiment que cette unité, elle est là à l'origine. C'est-à-dire, elle est là à l'origine. Eh ben, elle est là à l'origine. Elle était constitutive de beaucoup de choses, constitutive justement de cette recherche de ce que sont les choses. Mais je pense que ce que sont les choses, je veux dire leur nature, il y a un principe d'unité qui décrit leur nature à l'origine. Et par différentes choses, bah, on tâtonne en fait. Mm-hmm. On tâtonne et c'est par différents, tu vois, quand tu touches à différentes sensibilités que petit à petit, le puzzle se remet en place. Mais c'est un puzzle il y a un dessin à l'origine, il y a une image, il y a une toile de fond à l'origine. Et je pense que n'importe quelle personne qui touche à une sorte d'art ou de réflexion, alors bien sûr, chaque chemin est très différent. Mais moi, j'ai voulu toucher à différentes choses parce que intuitivement, je sens ce besoin d'unité-là. Et je sens que plus je creuse, plus je me dis, mais finalement, les choses sont beaucoup plus liées qu'on ne croit entre elles. Donc en fait, aller explorer un domaine ou l'autre, que ce soit la musique,
la psychologie, etc., ça vient nourrir une même sensation d'unité. Ouais. Est-ce que la sensation de cette unité, elle est la même, qu'elle soit nourrie, enrichie par un domaine ou l'autre? Alors, elle se manifeste pas pareil. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, quand j'étudie un sujet en psychologie, par exemple, et qu'en creusant, justement, en rentrant dans l'antre, tu creuses et tu découvres des choses. Est-ce qu'on, par exemple, on peut prendre un exemple concret d'un sujet que tu aurais récemment étudié ou... Bah oui, tu vois, par exemple, dans le cadre de mon mémoire, enfin c'est un mémoire de licence, je travaillais sur les liens qu'il pouvait y avoir entre quelqu'un qui développe une phobie spécifique et quelqu'un qui a des symptômes hystériques. Grosso modo, quelqu'un qui a des douleurs ou des dérèglements physiologiques qui sont absolument inexpliqués avec plein de bilans. Et souvent, les médecins concluent au fait que c'est ce qu'on appelle une hystérie de conversion. C'est le mal psychique se déplace dans le corps, parce que bon, y a un terrain. Et en comprenant, si tu veux, la logique de ces deux symptômes, je les vois pas seulement comme des symptômes, mais je les vois comme des clés de lecture. Comme, tiens, en fait, il y a un sens à ça, et ce symptôme met en lumière. Donc, quand tu étudies la psychologie, bien sûr avec un regard qui est toujours humain, parce que moi, évidemment, je m'intéresse à la psychologie avec des bases très théoriques, mais quand même, je suis très intéressée par la psychanalyse en soi, parce que ça donne un sens. Tu vois, typiquement, on va chercher au fond, en profondeur, pas pour y rester, mais pour avoir des outils de sens, pour ensuite pouvoir vivre, et pas seulement survivre quand t'es remonté à la surface. C'est ça la clé. Donc quand je comprends des choses comme ça, et quand j'étudie ces choses-là, ça me donne une sensation d'unité par le calme, par exemple. Tu dis, ah, d'accord, je comprends. Donc il y a quelque chose de calme d'un point de vue de l'esprit. Quand t'es touché par exemple, j'en sais rien, une cantate de Bach, ou je pense à Bach, je sais pas pourquoi je pense à Bach d'ailleurs, mais bref, quand t'écoutes une cantate de Bach, tu as évidemment, ça dépend lesquels, mais moi souvent ça m'inspire quand même beaucoup de calme aussi, mais c'est un calme qui vient pas forcément de l'esprit. Ça vient plus du corps. Tu vois, par exemple, ça touche d'autres sens. Mais en tout cas, dans les deux cas, la compréhension et le sens que ces deux choses-là ont, elles ont une direction qui, quelque part, ont une certaine similitude, ont des similitudes. Dans un cas, tu as du sens par ce que te dit ton corps, et dans l'autre cas, quand il y a des choses que tu démêles, que tu comprends, tu as une espèce de calme mental, mais finalement qui passe aussi dans le corps. Et donc, petit à petit, les deux, tu vois, corps et esprit, se nourrissent énormément entre eux. Enfin, d'ailleurs, ça fait cette espèce toujours de forme de 8. Et évidemment, c'est pas pour les mêmes raisons, ça vient pas du même endroit, ça te provoque pas la même chose, mais au final, ce sens et ce calme, il grandit, ça se nourrit. Et petit à petit, ça mène à une certaine unité puisque ça se rejoint. Tu vois, l'unité, c'est... Je pars de deux choses qui, petit à petit, paf, tu peux pas unifier quelque chose qui est déjà un. Bien sûr. Tu vois, le principe d'unité, c'est bien le multiple qui revient à une sorte de... Comment dire, pas de symbiose, mais d'unification. Tu vois, d'unification. Et c'est ça que je cherche. La réunification. Mais donc c'est toujours en mouvement. Eh ben bien sûr. Mais finalement, ça c'est, tu vois, le mouvement, c'est la vie. C'est à partir du moment où tu arrêtes de chercher, où tu te reposes sur tes acquis, où finalement ce que tu fais devient pas un mouvement, mais toujours une espèce de routine, où en fait on est dans un aller-retour permanent. T'es plus dans un mouvement, t'es dans un surplace. Enfin, tu t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. L'idée, c'est de réussir à être toujours dans un mouvement continu qui est dans la vie.
Moi, je pense que, tu vois, c'est l'élan de vie qui m'a fait, au bout d'un moment, me poser. D'ailleurs, ça, c'était pendant le Covid. Tu vois, quand on était tous obligés d'être en fait à l'arrêt, il y a quelque chose en moi qui est de me dire, bon, là, en fait, comment on avance ? Moi, je peux pas être juste à l'arrêt. J'ai pas envie de dire le truc bateau de tous ces gens qui disent, oui, j'ai besoin de réfléchir, de penser, d'avoir une idée nouvelle. Non, c'est pas ça. Non, et puis c'est surtout le besoin de compréhension. Aussi. Bah oui, il y a eu quelque chose où, parce qu'en fait, on m'a demandé de m'arrêter, et ben c'est revenu convoquer des choses en moi qui étaient effectivement dans l'antre. Alors là, bien enfouies. Mais ça les a réveillés. Donc parfois, tu vois, un arrêt trop prononcé, ou un peu comme la poussée d'Archimède, tu vois, je pense à ça, bah ça te pousse, ça te force à te remettre en marche sur différentes choses. Et ça me fait aussi penser à la manière dont tu as décrit la psychanalyse la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il n'y a pas très longtemps, sur justement cette idée de... Ça me fait penser au mouvement, de pas seulement aller creuser, ce qui est très important, mais pas seulement aller comprendre des choses qui, en fait, qui peuvent expliquer, mais effectivement qui sont figées, puisqu'elles appartiennent soit au passé, soit à des choses qui ont eu lieu ou qui expliquent, mais en fait, il y a quand même cette idée de c'est là, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, en fait. Et donc, c'est pas cette idée, je crois que tu avais eu ces mots de se lamenter sur ce qui a été ou les regarder d'une manière peut-être un peu désolée. C'est en fait qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et à quel point on peut être dans le présent à la lumière de ça, mais en faisant quelque chose, en prenant ce qui a été comme une matière et en la transformant. En fait. C'est intéressant que tu dises le mot matière. Parce que je pense que tu peux pas dire un mot plus juste. Parce qu'en fait, tu vois, dans cette compréhension de la psychanalyse, quand on dit on va creuser, souvent il y a une espèce de truc un peu nébuleux où on se dit, bon voilà, on va creuser des souvenirs. Le fait que tu dises matière, c'est tu te le réappropries. Enfin, je veux dire, dans la matière, il y a quelque chose de concret. Tu vois, tu t'es pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la fumée. Et du coup, dans un truc, en fait, tu t'en sors pas. La matière, c'est je réinvestis ces souvenirs, mais je réinvestis moi pour reconstituer quelque chose que je vais pouvoir nommer, qui va vraiment exister pour avancer. On a besoin de matière, on est matière. Je veux dire, corporellement, on est matière. On n'est que matière. Même le temps, il n'existe que parce qu'on voit le poids du temps sur nos visages. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je pense que ça donne beaucoup de sens de dire le mot matière. Et puis il y a aussi quelque chose de super important pour moi dans la manière de revenir pour réavancer. C'est finalement dans le sens, dans ce mot, il est quand même un peu équivoque. T'as le sens, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais t'as le sens, d'où ça va et où ça va. D'où ça vient, pardon, et où ça va. Dans le sens direction. Et là, on retrouve cette idée de mouvement. C'est-à-dire que, en fonction de comment tu orientes ta réflexion, ton action, tu vas dans des endroits complètement différents. Je veux dire, dans un aéroport, tu peux te retrouver à 2 pas de celui qui est assis pour un autre vol, mais vous n'allez pas du tout au même endroit. Et pourtant, à un moment donné, vous vous retrouvez à même pas 1 mètre, mais juste vous allez dans 2 directions différentes. Ce qui veut bien dire que il faut toujours se poser la question, quand je vais faire cette démarche, par exemple une démarche analytique, ou une démarche de prendre mon violoncelle pour travailler, par exemple, un morceau de musique de chambre, qu'est-ce que je fais, en fait ? Enfin, alors bien sûr, je suis pas en train de me... Enfin, tu me connais, je vais pas être là à prendre mon violoncelle en me disant, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je dis... Oui. Oui, je me dis pas ça. Mais en fait, ça devient une habitude, c'est-à-dire que tu vois, c'est un peu comme un comment dire, un courant d'eau qui draine de plus en plus d'eau parce que t'as habitué le chemin à recevoir cette eau-là. Petit à petit, ça devient naturel. C'est comme tout dans la vie, je veux dire, tu t'habitues à fumer, tu deviens fumeur. Tu t'habitues à faire du sport, tu fais du sport. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais c'est vrai. Et tu t'habitues à te poser la question de te dire, mais j'ai envie d'écouter ce sens d'unité. Et petit à petit, tu fais le tri.
tu fais le choix, tu orientes de plus en plus. Et tu sens de plus en plus, quand tu orientes ton action, si ça va dans une direction de sens ou si ça va dans un mur, dans une impasse en fait. Et je pense que la plupart du temps, parce que je pense que c'est une question de volonté. Comme dit Jean Kévitch, le vouloir peut pas se vouloir, c'est une question de volonté. Mais la plupart du temps, et d'ailleurs moi la première, et encore aujourd'hui, on se rend pas forcément compte qu'on est devant des murs, en fait. Tu vois, parce qu'on n'est pas focalisé là-dessus. On n'a pas forcément cette intention, tu vois, cette intention sérieuse par rapport à l'action qu'on va faire, au sens qu'on veut y mettre, etc., etc. Et c'est pour ça que la direction, elle est capitale. Et même dans le comportement des gens, tu vois, tu dis oui, ça t'intéresse beaucoup de regarder ce qui se passe. Moi, quand j'assiste, par exemple, à une scène où t'as forcément une scène de vie, de comportement humain, moi, la question que je me pose, c'est pas forcément ce que les gens disent, c'est vers où ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça maintenant, en fait ? Et en fait, dans l'intention, dans la direction, dans le sens qu'il y a, tu comprends beaucoup plus de choses dans ce que ça veut dire que seulement le simple mot ou la seule phrase. Pourquoi est-ce que cette personne me parle de ça maintenant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc tu as bien ce retour pour ensuite pouvoir réavancer dans cette route du sens. Mais alors du coup, comment on peut être vraiment dans le présent, c'est-à-dire vivre pleinement un moment, si on est... Parce que quand tu me dis se poser la question de où ça va, d'où ça vient effectivement, mais où ça va, soi-même, en fait, ça devient quand même très compliqué. Enfin, c'est un vrai exercice ou un vrai, peut-être, pas formatage, mais en tout cas un exercice de l'esprit, de se dire être capable d'être pleinement dans le présent et en même temps, quelque part, voir au-delà de soi, enfin, en avance de soi, tout en comprenant peut-être des choses qui sont terminées, enfin, qui nous ont définis, qui nous définissent peut-être dans une certaine mesure, mais qui... Donc c'est... Enfin, quelque part, il y a la triple... une temporalité triple, mais... C'est intéressant ta question. Là, tu me fais en parler, donc j'essaie de décortiquer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, je me le dis pas. Je veux dire, c'est comme quand tu marches d'un point A à un point B, t'es pas en train de te dire là j'avance mon pied droit, là j'avance mon pied gauche. Il y a une mise en route naturelle. Mais ce naturel, et c'est pour ça que je dis que c'est un habitus, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de volonté qui se met en place, de se dire au bout d'un moment j'ai une volonté de sens, comment je m'y prends ? Comment je m'y prends ? Donc bien sûr, il y a un moment donné où quand j'ai décidé de me dire j'ai envie de reprendre une analyse, j'ai envie de creuser la philosophie et la psychologie, d'aller dans un cursus où les deux se nourrissent. On fait pas une psychologie scientifique et puis une philosophie désincarnée. On incarne les choses. C'était bien un acte de la volonté. À un moment donné, je suis allée toquer à la porte de ce directeur en disant voilà ma situation, je suis violoncelliste, est-ce que vous m'acceptez ? Donc il y a une démarche de la volonté. Donc ça c'est la temporalité en amont. Et ensuite, quand tu le vis, tu te nourris du cours. Du coup, le cours, quelque part, comme c'est plus qu'un cours, en pratique, tu le laisses être infusé par ton être, par ta conscience, par ta sensibilité. Et petit à petit, tout ça se met en place comme quelque chose qui avance et qui se nourrit naturellement. Si tu veux, comme une petite fleur qui pousserait naturellement. Tu lui mets un peu d'eau, naturellement, elle va pousser. Il faut effectivement des conditions, mais j'allais dire ces conditions-là, tu me parles de triple temporalité, je crois qu'en fait c'est ça qui m'aide à être le plus possible dans le présent. Étonnamment. C'est ça qui est fou. C'est pas recrées, mais tu te mets dans des dispositions pour pouvoir être avec toi pleinement dans l'instant. Mais bon, c'est le pari je pense, de n'importe quel être humain. C'est ce que je veux. Je te dis pas que j'en suis là. Peut-être que j'en serai jamais là d'ailleurs. Mais j'ai compris que pour être heureuse et pour être le plus possible avec ce que je suis, c'est dans cette direction de sens qu'il fallait que j'avance en fait. Est-ce que tu dirais que le violoncelle, c'est un peu le lieu par essence de l'éclosion de cette sensation d'unité ?
Le violoncelle, ça a été à la fois la concentration, l'antre, pour reprendre ce mot, j'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur. Ça a été à la fois l'antre de tout ce qui bouillonnait à l'intérieur, tu vois, cette espèce d'intensité, et à la fois, il fallait bien que ça s'ouvre. Et la simple manière de m'ouvrir comme ça avec mon violoncelle, en tout cas dans l'état dans lequel j'étais avant, il y avait plein de choses qui ne demandaient qu'à être exprimées, qui l'étaient par le violoncelle, mais qui à la fois étaient d'une intensité comme si c'était trop grand, parce que c'était pas exprimé ailleurs. Tu vois, c'est comme une espèce de cocotte minute où tu sens l'intensité, tu l'entends, etc. Et même moi, je me souviens, il y avait je me souviens d'un cours où c'était tellement intense que dans le cours, mon professeur était au fond de son siège, moi j'étais au bord des larmes. Donc c'est très beau. Mais à la fois, tu te dis, ça ne peut pas sortir que comme ça. Tu vois ? Parce que l'intensité, c'est très beau d'être intense et de le vivre comme ça. Mais il me semble que lui donner... Enfin, comment dire ? Réaccueillir l'intensité en lui donnant une autre forme de sens, ça ne la dénature pas, ça ne la désamplifie pas, mais tu sais plus où t'es. Qu'est-ce qu'elle veut dire de moi, cette intensité, puisqu'elle est en moi. Et il y a beaucoup de choses qui sont en nous alors évidemment, il ne faut pas être dans une maîtrise, tu vois. Mais il y a des choses en nous qui ne viennent pas de nous, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et bien, par exemple, typiquement, si on repart de psychologie ou de psychanalyse, les gens qui, par exemple, sont atteints de certaines pathologies, c'est comme, tu vois, une petite écharde qu'il faudrait enlever. Et l'écharde, pardon, mais c'est pas nous, en fait. L'écharde, c'est un truc en plus qui devient nous et qui nous fait mal parce que c'est à un endroit dans notre peau qui n'est pas à sa place. La peau, elle est faite pour être refermée. Oui, mais c'est peut-être nous dans la mesure où c'est nous qui avons accueilli de cette manière cette écharde. Alors oui, mais l'écharde, c'est quand même pas toi. Non, mais elle est dans un contexte, je veux dire, dans un espace, dans une chair qui est la nôtre. Oui, mais... Donc il y a forcément... On peut pas seulement penser l'écharde indépendamment de l'endroit où elle arrive. Non, bien sûr, mais là où c'est intéressant, c'est que de toute façon, et ça, c'est la physique, une écharde qui reste dans le pied, au bout d'un moment, soit ça s'infecte, soit il faut couper le pied. Ça veut bien dire que ce qui n'est pas de nous ne peut pas rester en nous comme ça. C'est ça que je veux dire. Pourquoi je te dis ça ? Je ne sais plus. Moi non plus. C'est pas grave. Mais on va... Oui, si, parce que je dis... parce que je parle de l'intensité. C'est-à-dire que si par exemple tu ne sais pas pourquoi tu as mal au pied, parce que tu n'as pas conscience que tu as une écharde, eh ben tu peux pas maîtriser. Enfin, tu peux pas maîtriser. Il y a une souffrance que tu n'expliques pas. Et pourtant, en fait, essaie de recomprendre pourquoi est-ce que tu as mal. Décider de réenlever la chaussette, de re-regarder le pied et de dire bah oui, en fait c'est là. Et puis c'est incliné comme ça. Et en fait, cette écharde est là, je sais pas combien d'années. Il va falloir faire comme ça pour pouvoir l'enlever, pour qu'ensuite ça puisse recicatriser. Là, on se réapproprie ce qui est nous, en fait. Notre pied, enfin, c'est nous. Et c'est pareil pour l'intensité. Tu vois, cette intensité au violoncelle, elle était là. En fait, elle est toujours là. Mais ça lui donne encore plus d'ampleur et de la largeur, le fait de savoir d'où elle vient. Parce qu'en fait, du coup, tu parles de toi. Tu parles pas d'une sensibilité qui est à côté de toi. Tu la refais tienne, tu vois. Et en fait, pour refaire sienne, son histoire, sa sensibilité, bah, au bout d'un moment, il faut se mettre dans cette marche de se dire, maintenant, ça y est, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de donner du sens. Il y a une phrase de Rousseau que j'ai envie de partager avec toi, que peut-être tu connais déjà. Dans Émile ou de l'éducation, où il dit l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie.
Et j'ai lu « sentir la vie ». Je me suis dit, mais... Bon, ça, c'est pour toi. Et... Pour toi aussi. et... oui, je me suis demandé ce à quoi tu pensais immédiatement. Peut-être même juste un mot ou quelques mots. Ah bah, le corps. Senti la vie, c'est... en fait, qu'est-ce qu'on sent? C'est marrant. Alors, je sais pas pourquoi je fais ce lien, mais ma mère, souvent, elle dit il faut que je fasse ça. Tiens, j'ai ça à faire. Tiens, demain, il va falloir que je m'occupe de ça. Et je lui dis, mais il y a cette question de temps où, en fait, elle est toujours dans une anticipation de... C'est même pas de ce qui va se passer, c'est de ce qu'il faut qu'elle fasse. Et en fait, je lui ai dit, je crois que c'est pas plus tard qu'hier, je lui ai dit, mais tu t'es jamais demandé qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je sens, en fait? Sentir la vie, c'est ça. Parce qu'en fait, être capable de répondre à cette question, mais c'est très dur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je sens? Tu vois, encore une fois, cette réunification entre le désir et la volonté. Pour que les deux aillent ensemble. C'est pas j'écoute juste mon désir, mais mon désir, en fait, le désir, il est changeant. Tu vois ce que je veux dire? Le désir, il peut être changeant. Mais le désir profond qui va pouvoir se marier avec la volonté, ça donne du sens. Parce que les deux se nourrissent. Et souvent, quand on a envie de répondre à cette question, c'est que petit à petit, les ingrédients du sens, de la volonté et du désir se remettent en place. Et là, on sent la vie, parce que finalement, l'élan vital, c'est la réunification des deux. C'est comment j'aligne ma volonté avec mon désir. Mais pour ça, il faut d'abord le connaître. Quand on ne sait pas ce que veut dire notre intensité, quand on ne sait pas ce que veut dire son angoisse, quand on ne sait pas ce que veut dire telle ou telle émotion, tel ou tel ressenti dans le corps, on ne sait pas bien comment avancer, en fait. Mais pourquoi c'est si difficile de connaître son désir? C'est peut-être ça aussi, c'est que très souvent, ce que tu décris de ta maman, et même de savoir non seulement ce que l'on veut, mais plus ce que l'on désire, c'est extrêmement difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Bah, je te dirais que c'est la nature humaine qui donne ça, c'est-à-dire que on ne naît jamais seul, on naît toujours avec le bagage de son père ou de sa mère. C'est comme ça. Quand on grandit, on grandit dans un environnement où il y a des choses qui manquent, et il y a peut-être des choses qui manquent pas, puis il y a des choses qui sont en trop, et vraiment des énormes carences. Donc, ton être se constitue à partir d'un puzzle qui n'est pas complètement entier. Mais c'est à nous de se réapproprier notre propre puzzle, de comprendre ce qui a manqué, et pas le boucher avec un trou ou mettre un couvercle sur un truc qu'on veut pas voir. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ce trou qu'il n'y avait pas pour pouvoir y remettre de la vie? C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est si compliqué. On n'est pas sans tâche, tu vois. C'est peut-être aussi accepter la peur et la perte que veut dire le désir aussi. Ah bah ça, c'est très psychanalytique ce que tu dis. Parce qu'en réalité, suivre son désir, c'est forcément une rupture avec un autre. C'est-à-dire que quand par exemple un jeune a le désir, par exemple, non, même un petit, c'est ma psychanalyste qui m'avait raconté ça, quand un petit décide de marcher, pourquoi il décide de marcher? En fait, parce qu'il a besoin de cette indépendance. C'est parce qu'il a la volonté de se mettre à marcher qu'il marche. Mais marcher, ça implique la séparation. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as des enfants qui mettent du temps et qui sont en retard pour marcher. Parce que ça implique une perte. Se délivrer des bras, se délivrer d'un corps. Se délivrer d'un corps. Donc finalement, oui, le désir va à la fois avec un synonyme d'abandon, mais à la fois, il faut bien se détacher des bonnes choses pour être avec soi de la bonne manière. C'est ça l'enjeu. Et souvent, on mélange les deux. Parce que les frontières sont poreuses, que tout n'est pas si simple et qu'en fait, on fait ce qu'on peut, je crois. On fait ce qu'on peut. Mais un jour, la décision de je fais ce que je peux, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Quand ta volonté commence à rentrer dans le champ de la conscience et dans le champ du corps,
je crois qu'on a du mal à s'arrêter après. Ça devient une espèce de... Tu vois, vraiment d'habitude. D'habitude. Et le bien que ça te fait, bah, tu t'y habitues aussi. Donc tu as envie de lui donner du poids à ce bien. Même si c'est pas toujours facile. Il n'y a pas de recette magique. Ça n'existe pas, la magie. Non, mais ça crée un curseur, en fait, de ce que je n'accepte plus. Voilà. Qu'est-ce que je... De la même manière, déjà, si on sait répondre à qu'est-ce que je ne veux plus, ça aiguille. Peut-être encore plus. Peut-être encore plus le qu'est-ce que je veux. Tu vois ? Oui, parce que ça met en lumière aussi ce qui a construit ce qu'on est et ce qu'on veut abandonner. Exactement. Il y a une dernière chose dont je voulais parler avec toi, c'est le temps, mais tu en as déjà parlé. Le temps, à la fois l'action dans le temps, l'importance de ce qu'on fait avec le temps dont on dispose, la tension en fait entre ce qu'on fait dans le temps et ce qu'on peut faire dans le temps et quelque part accepter que on peut sentir des choses sans les comprendre et qu'en fait des choses se font malgré nous à mesure qu'on avance et qu'il y a une temporalité dont qu'on peut pas contrôler par rapport à la manière dont on comprend ce qui nous entoure, ce qu'on vit. Là, tu me parles de contrôle. Tu me parles pas vraiment de temps. Mais en fait, je ne dissocie pas le temps de nous. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est des êtres de temporalité. C'est-à-dire que tout ce qui se joue dans le temps qui nous est imparti, entre guillemets, c'est nous. C'est nous le fil. Et j'allais dire, ce qu'on ne contrôle pas, comme tu dis, si on le replace sur cette dynamique du sens, c'est ce qui nous échappe dans notre compréhension de nous-mêmes, tout simplement. S'il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, où on est complètement débordé par la situation, c'est que quelque part on l'a pas vraiment voulu. Et si on l'a pas vraiment voulu, c'est qu'on se connaît pas vraiment. Parce que le vouloir peut pas se vouloir, encore une fois. La volonté, c'est une connaissance de ce que tu veux, mais ça part de toi. C'est toi qui mets en œuvre la volonté. Donc ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ou si tu ne sais pas pourquoi tu le fais pas, qui est à l'initiative de se faire ou de se non-faire, du coup ? Qui est à l'œuvre ? Qui est à l'œuvre ? Bah, cet espace où tu n'es pas là. Et c'est sacrément intéressant de se dire, mais finalement, en fait, pourquoi est-ce que je laisserais en moi un espace qui n'est pas moi ? Et quand tu commences à te dire ça, t'as envie de comprendre pourquoi c'est là, et t'as envie de le réinvestir, en fait. Et déjà, le réinvestir, c'est ça la maîtrise, en fait. C'est ça la vraie maîtrise, en tout cas. La vraie maîtrise. La vraie maîtrise. Le reste, c'est de la fumée. C'est-à-dire, la vraie maîtrise, ça veut dire la maîtrise saine. Ah bah oui. Oui, bah, quand je dis maîtrise, c'est comme quelqu'un qui maîtriserait un art. C'est-à-dire celui qui fait de la poterie absolument d'une manière magnifique. Il a bien appris petit à petit à faire tourner son truc, je sais pas comment ça s'appelle. Le savoir-faire, en fait. Il y a un savoir-faire. Alors oui, c'est peut-être pas le bon mot, maîtrise, mais non, tu vois, le vrai savoir-faire de... Pas qu'est-ce que je contrôle, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça, c'est un exercice, en fait, auquel personne ne peut pousser l'autre à s'y mettre. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, dans cette équation, l'histoire de la volonté. La volonté consciente de se dire, bon là, manifestement, il y a un espace qui n'est pas investi. Puisque, en fait, je suis enfermée là-dedans. Ou je pourrais faire ça, mais je le fais pas. Mais pourquoi j'arrive pas ? Tu vois ? Bah parce que j'y suis pas, en fait. Je suis pas avec moi à cet endroit. Ce serait intéressant, du coup, de se demander pourquoi. Est-ce que tu es avec toi ici, dans cet endroit ? Ah oui, je suis avec vous. Oui. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci pour ce moment.